À la fin de la vidéo précédente, nous avons vu en fait que l'onde électromagnétique est composée d'un champ électrique et d'un champ magnétique. Et je vous rappelle que cette onde doit respecter 4 principes. D'une part, le champ électrique est toujours perpendiculaire au champ magnétique. La direction de propagation de l'onde est strictement parallèle au produit vectoriel de E par B. Le champ électrique et le champ magnétique sont en phase et la norme du champ magnétique est égale à la norme du champ électrique divisé par C. Ce dernier principe, évidemment, contient le troisième. Avant de faire des mathématiques, je voudrais vous montrer quelques exemples concrets d'ondes électromagnétiques. Donc je prends mon animation. Voici en fait une onde qui va se propager dans ce sens-là. Pour l'instant, je n'ai représenté que le champ électrique. Et je vais lancer l'animation. Donc voilà en fait ce champ électrique qui se propage dans l'espace. Je pourrais aussi mettre un écran, ce qui permettra en fait de fixer votre attention sur un point. Nous ne sommes pas gênés par l'onde qui se trouve à l'arrière. Donc vous voyez qu'en un point ici, le champ électrique passe par un maximum, puis s'annule, puis il passe à un minimum, et ainsi de suite. Si j'ajoute à ça le champ magnétique, donc vous avez ici le codage des couleurs, donc en rouge le champ électrique, en vert le champ magnétique. Je vais faire un arrêt sur image, par exemple à ce moment-ci. Regardez, si on respecte bien les lois, le champ électrique est vers le haut, le champ magnétique est dans ce sens-là. Faites le produit vectoriel, effectivement, est dans cette direction. Donc, nous avons respecté le fait que le champ électrique est perpendiculaire au champ magnétique, que la direction de propagation se fait bien suivant le produit vectoriel de E par B, et vous voyez aussi que les deux ondes sont en phase. En ce point-là, par exemple, le champ électrique est nul, le champ magnétique est nul également. Quand le champ électrique est maximum, au même point, le champ magnétique est maximum. Donc, je relance l'animation. Donc ceci, en plus, c'est une onde un peu particulière, c'est ce qu'on appelle une onde polarisée linéairement. Polarisée linéairement, pourquoi? Parce que vous voyez que le champ électrique se trouve toujours dans le plan fait par le champ électrique et la direction de propagation. Je n'ai jamais de composante électrique en travers. Je vous montre maintenant une autre sorte d'onde électromagnétique, c'est l'onde circulaire. Et elle peut être circulaire dans un sens ou circulaire dans l'autre sens. De nouveau, je vais faire un arrêt sur image. Voilà. Regardez le champ électrique comme ceci, le champ magnétique comme cela. Si vous prenez le produit vectoriel, de nouveau, le produit vectoriel est orienté dans cette direction-là. De même, si je reviens à l'onde linéaire, polarisée linéairement, vous voyez qu'ici, la polarisation est verticale. Quand on dit que la polarisation linéaire est verticale ou horizontale, on prend toujours comme référence le champ électrique de l'onde. Donc vous voyez ici que j'ai une polarisation verticale. Je pourrais faire tourner le plan de polarisation. Non, excusez-moi, c'est pas ça que je voulais faire. Je vais faire tourner le plan. J'étais un peu trop loin, je reviens, voilà. Vous voyez que cette fois-ci, j'ai une polarisation horizontale. Bien, j'arrête cette animation et nous allons maintenant essayer de trouver l'expression mathématique de cette polarisation. Donc, je vais prendre une onde plane. Polarisée, c'est-à-dire que je vais prendre comme expression EX est égal à E0 multiplié par cosinus de oméga t moins kz. Donc, nous savons que la propagation de l'onde
se fait suivant la direction de Z, mais E est orienté suivant X. Donc vous voyez que la composante du champ magnétique correspondante est uniquement une composante suivant Y, et son expression sera B0 multiplié par cosinus de oméga t moins kz. Donc, vous voyez que la dépendance spatio-temporelle est la même dans les deux cas, donc manifestement ces deux ondes sont en phase. Je dois encore respecter la dernière condition, c'est-à-dire qu'ici je vais prendre que B0 est égal à E0 sur C. Oméga et K ne sont pas indépendants. Je vous rappelle qu'en fait, on discute d'une onde électromagnétique. Ça veut dire en fait que oméga sur K, qui est la vitesse de propagation, si ça se fait dans le vide, c'est égal à ce que nous appelons la vitesse de la lumière, donc 300 000 km par seconde. Bien, je vais insister maintenant sur les signes. Donc, souvenez-vous de ce que nous avons vu dans le chapitre sur les ondes. Comme j'ai une différence de signe entre le temps et l'espace, ça veut dire en fait que cette onde voyage vers les z croissants. Si je changeais les signes, donc si je mettais un plus ici et là, cette fois-ci, j'aurais une onde qui voyagerait vers les z décroissants. Mais si je laissais les équations telles quelles, il y aurait un problème. En effet, vérifier la condition que la direction de propagation de l'onde se fait parallèlement au produit vectoriel de E par B, eh bien pour l'onde qui voyage vers les z décroissants, en fait pour l'instant je ne respecte pas cette règle-là. Pour qu'elle soit correcte, je dois mettre ici un signe moins entre les deux, peu importe que vous le mettiez sur E ou bien sur B, mais en tout cas, si je le laisse en positif pour E, je dois le mettre en négatif pour B. Bien, ceci c'est le cas de l'onde polarisée linéairement. Si je prenais maintenant une onde circulaire, je vais prendre comme expression pour EX la même chose que tout à l'heure, E0 cosinus de oméga t moins kz. Et je vais prendre pour EY E0 sinus de oméga t moins kz. Donc vous voyez que ces deux composantes sont déphasées de pi². En fait, si vous faites maintenant EX au carré plus EY au carré, vous voyez que ceci sera toujours égal à E0 au carré. En effet, j'ai le même E0 ici, cette fois-ci avec un cosinus et un sinus. Si j'élève ça au carré, j'aurai cosinus carré plus sinus carré, et vous savez que ceci est égal à 1. Ça veut dire en fait que j'ai ici une onde dont la norme ne change pas. J'aurai toujours comme norme E0. Ce qui se passe simplement, c'est que ce champ électrique va tourner dans l'espace autour de la direction de propagation. Maintenant, quels sont les composants du champ magnétique en correspondance avec ceci? Souvenez-vous, si je prends la composante EX, puisque la propagation se fait suivant Z, ça veut dire que je dois lui attacher un champ magnétique dans la direction de B, donc c'est exactement la même chose que dans le cas précédent. J'aurai BY qui sera égal à B0 cosinus de oméga t moins kz. Et de nouveau, le champ électrique et le champ magnétique sont en phase puisque j'ai le même cosinus dans les deux cas. Tandis qu'à EY, je dois attacher cette fois-ci un champ magnétique suivant X. Et j'aurai B0, puisque c'est attaché à EY qui est en sinus, ici aussi j'aurai
sinus de oméga t moins kz. Mais de nouveau, si vous regardez ces deux lignes, vous vous apercevrez que tel que je l'ai écrit pour l'instant, en fait, ceci ne respecte pas la loi sur la propagation de l'onde. Donc, pour que ce soit correct, je dois impérativement mettre un signe moins pour le champ magnétique. Et de nouveau, bien sûr, comme tout à l'heure, vous pouvez vérifier qu'avec cette expression, j'ai que bx carré plus by carré est égal à b0 au carré. Donc, de nouveau, comme pour le champ électrique, ça veut dire que le champ magnétique ne change jamais de norme, il ne fait que tourner autour de la direction de propagation, ce que vous avez vu dans ma petite animation. Bien, ici j'ai pris donc deux exemples d'ondes polarisées, ce qu'on appelle ici une polarisation linéaire, dans le deuxième cas, une polarisation circulaire. Toute onde n'est pas polarisée. Je vous montre tout de suite ceci dans l'écran suivant. Imaginez, donc je vais prendre d'abord le cas de la polarisation linéaire, et imaginons une polarisation linéaire verticale. Ça veut dire quoi? Je vais me mettre en fait dans l'axe de la propagation. Donc imaginez que la propagation se fait ici en rentrant dans l'écran. Eh bien, si je regardais à des moments différents la direction du champ électrique et la norme du champ électrique, à l'instant T1, par exemple, je verrai que le champ électrique est dirigé comme ceci. À l'instant T2, il a peut-être diminué en intensité, mais il est toujours vertical. Voilà ce qui se passe à l'instant T2. Puis à l'instant T3, il est dirigé vers le bas, mais il est toujours vertical. Donc voilà la situation en T3. Et ainsi de suite. Vous voyez que, quel que soit le moment où je regarde, le champ électrique est toujours vertical. Si je prenais une onde polarisée circulairement, je prends de nouveau la direction de propagation, comme tout à l'heure, perpendiculaire à l'écran, eh bien, à l'instant T1, par exemple, je trouverai le champ électrique vertical. Prenons ce temps comme étant, si vous voulez, le temps égal à 0. Puis, si je regarde un delta T plus tard, je trouverai le champ électrique qui n'a pas changé de norme, mais simplement, il a tourné. Donc, ici, c'est à l'instant delta T. Puis, si je regarde un instant 2 delta T, j'aurai parcouru un angle double. Donc, voilà la situation en 2 delta T. De même, en 3 delta T, il serait comme ceci. Donc, vous voyez que le champ électrique n'a jamais changé d'intensité. Il ne fait que tourner autour de la direction de polarisation. Mais une onde n'est pas forcément polarisée. Donc, si je prends le cas général, avec une onde non polarisée, avec toujours la même convention de dessin, donc je prends l'onde qui s'enfonce dans le tableau. Si je regarde à l'instant T1, je vois par exemple que le champ électrique est comme ceci. Si je regarde à l'instant T2, il est par là. À l'instant T3, il est par là. À l'instant T4, il est comme ceci. Donc vous voyez en fait qu'il n'y a aucune cohérence, à la limite aucune prédictibilité. C'est pas parce que j'ai observé le champ électrique à 4 moments différents que je peux prédire quelle sera la direction du champ électrique à l'instant suivant. Tout ce qui importe, la seule chose que je peux prétendre, bien sûr, c'est que je dois respecter la deuxième loi de l'écran précédent, c'est-à-dire que comme le champ électrique doit être perpendiculaire à la direction de propagation, le champ électrique ici se trouve toujours dans le plan de cet écran. Petite anecdote, je vais vous montrer tout de suite un avantage de travailler avec une onde polarisée. Et ceci est le cas, par exemple,
des émissions TV par satellite et donc aussi des récepteurs satellites. Imaginons un satellite et le satellite a sa bande de fréquences. Donc, vous avez les émetteurs du satellite avec plein de fréquences possibles et à chaque émission de télé est accordée une bande de fréquences. Par exemple, cette bande-là, c'est la bande utilisée, disons, par TF1. Mais les places sont chères. Cette bande de fréquences est très précieuse. Donc, on ne peut pas perdre de place. Ça veut dire que la bande suivante, ici, ce sera celle accordée, par exemple, à France 2. Puis la suivante, ce sera pour France 3. Et ainsi de suite. Si maintenant vous voulez, vous, écouter, par exemple, enfin, ou voir plutôt France 2, vous avez besoin d'un récepteur qui ne rate rien. Pour être sûr de ne rien rater, lui va accepter une bande de fréquence un peu plus grande que celle de France 2. Mais vous voyez que si j'avais pas d'autres paramètres sur lesquels je pouvais jouer, ceci ne marcherait pas. Pourquoi? Parce que vous capteriez toute l'émission de France 2, mais encore un petit peu de fréquence qui a été attribuée à TF1 et un petit peu de fréquence due à France 3. Et donc, en fait, ce serait épouvantable puisque vous auriez ce mélange de trois émissions. Donc, ce serait pas beau à voir à l'écran. Donc, comment va-t-on résoudre ce problème? Eh bien, en fait, les ondes électromagnétiques qui nous viennent du satellite sont polarisées. On va, par exemple, ça peut être l'inverse, un peu importe, je prends arbitrairement ici, imaginez que TF1 soit émis avec une polarisation verticale. Eh bien, France 2 sera émis avec une polarisation horizontale. Puis de nouveau, France 3 sera émis avec une polarisation verticale, et ainsi de suite. Et donc, non seulement votre détecteur doit capter toutes les fréquences telles que j'avais données tout à l'heure, mais votre récepteur, donc la tête du parabole, est sensible à la polarisation. Donc vous décidez que vous prenez cette gamme de fréquences, mais vous n'acceptez que la polarisation horizontale. Et du même coup, en fait, vous n'allez pas recevoir ce petit peu de fréquences venant de TF1 et le petit peu de fréquences venant de France 3. C'est comme ça que vous avez un signal pur venant à ce moment-là de l'émetteur de France 2.